Alors tout d'abord, je vous donne quelques mots sur finalement mon expérience dans la matériovigilance en France. J'ai été président de la sous-commission technique de matériovigilance numéro 9 qui concernait les dispositifs de transfusion et d'épuration extra-rénale sous l'égide de l'Agence du médicament qui s'appelait l'AFSAPS de 2003 à 2007. Puis, j'ai présidé le groupe de travail sur les dispositifs médicaux de dialyse qui a pris la suite entre 2008 et 2013. Et puis, à partir de 2013, le groupe de travail a été dissous par la NSM, qui était la nouvelle agence du médicament. Et je vais vous expliquer pourquoi ce groupe a été dissous. Tariq Scali m'a donné quelques éléments sur la matériovigilance au Maroc. Mais votre représentant du ministère vous donnera certainement des choses encore plus actuelles. J'ai appris que la matériovigilance au Maroc est sous la responsabilité du Centre antipoison du Maroc, au même titre que la pharmacovigilance. Vous avez eu une première journée nationale en avril 2013 avec pour thème « Quelle matériovigilance pour le Maroc ?» Et vous avez une loi relative aux dispositifs médicaux qui a été publiée au bulletin officiel en 2013 et qui évoque la matériovigilance. Et actuellement, le Maroc est confronté à des gros problèmes de lignes de dialyse défectueuses dans un gros marché du ministère de la Santé. Alors, je vais reprendre quelques bases sur la matériovigilance. Tout d'abord, quel est le champ de la matériovigilance ? Eh bien, il faut savoir qu'elle concerne les dispositifs médicaux. Qu'est-ce qu'un dispositif médical ? C'est tout instrument, appareil, équipement, matière, produit destiné à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale n'est pas pharmacologique. Alors voilà un peu l'historique de l'Agence du médicament en France. Cette Agence du médicament, elle a été créée en 1993 et elle a été créée autour de la sécurité en matière de transfusion sanguine et du médicament. Probablement l'affaire du sang contaminé n'a pas été étrangère à la création de cette agence. En 1999, cette agence du médicament a été appelée l'AFSAPS, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui a vécu jusqu'à 2012. Et en 2012, cette agence a été remplacée par l'ANSM. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2012 en France ? Eh bien, nous avons eu l'affaire du Mediator, si vous voulez, qui a jeté un énorme discrédit, d'une part sur l'agence du médicament, d'autre part sur un certain nombre d'experts qui travaillaient pour l'agence. Il y a eu une révision complète de l'attitude de l'agence du médicament vis-à-vis du recours aux experts médicaux, pharmaciens, avec, si vous voulez, une forte suspicion qui s'est installée, des experts ayant quand même eu un comportement plus que trouble dans l'affaire du Mediator. À partir de là, l'agence a essayé de se couper, c'est les termes qu'il faut employer, de se couper des experts en promouvant une expertise interne. Voilà. La deuxième chose très importante sur cette évolution, c'est qu'il faut savoir que l'AFSAPS était financée uniquement en partie par l'État et un tiers du financement provenait de l'industrie pharmaceutique. Donc en fait, l'agence elle-même avait un énorme conflit d'intérêts. Voilà, ça a été complètement modifié avec la NSM, donc financement en totalité par l'État et relations avec les experts extérieurs complètement diminuées et avec une régulation extrêmement forte. Voilà, c'est ce qui vous explique que le groupe de travail sur l'hémodialyse, sur la dialyse que je présidais, s'est arrêté. Voilà. Alors ça pose des problèmes parce que l'expertise de l'agence ne nous paraît pas quand même suffisante. Mais si vous voulez, maintenant, il faut avoir une propreté absolument parfaite, absence de conflit d'intérêts. Donc finalement, c'est une affaire de savoir où on met le curseur.
À partir du moment où on considère que tous les médecins ou les pharmaciens qui travaillent dans les établissements de santé sont en relation avec l'industrie pharmaceutique et l'industrie du dispositif médical, eh bien pour l'agence, déjà, avoir des fournisseurs, c'est avoir un conflit d'intérêts. Donc vous voyez que ça va très loin, mais ça pose des problèmes parce que l'expertise est aussi dans les personnes qui utilisent au quotidien les médicaments et les dispositifs médicaux. Voilà, donc ça impose une exigence pour l'agence d'avoir des experts qui soient indépendants de l'industrie pharmaceutique et du dispositif médical. Et ça, c'est un enjeu que, pour le moment, à mon sens, ils n'ont pas tout à fait réussi à atteindre. Alors, il y a une organisation également interpays qui est très importante. En Europe, il y a une directive qui date de juin 1990 qui concerne le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs. La Commission européenne a publié une série de guides pour uniformiser la mise en œuvre des dispositions prévues par les directives européennes par chacun des États membres. Voilà. Et donc cette organisation européenne est très active, si vous voulez, dès qu'il y a une alerte dans un des pays, aussitôt il est possible de consulter les agences des autres pays pour savoir si il y a le même type d'alerte qui pourrait être lancé sur un produit au même moment. Voilà. Et puis il y a une organisation mondiale aussi qui peut être sollicitée, International Medical Device Regulators Forum, et vous verrez dans des exemples que ce type d'organisation peut être extrêmement utile, dans certains cas assez graves. Voilà, quelques détails réglementaires encore sur le système français. Il y a donc un département matériaux-vigilance à l'ANSM où est basé un évaluateur du domaine de la dialyse qui peut être soit un pharmacien, soit un ingénieur biomédical. Voilà, c'est lui notre interlocuteur. Ces dernières années, le problème que nous avons rencontré, c'est que cet évaluateur, eh bien, il change régulièrement, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, et on a le sentiment d'une perte de compétences, d'une perte d'expérience chaque fois que l'évaluateur est remplacé. Voilà. Mais c'est très important d'avoir un lien très étroit avec cet évaluateur. Alors, comment se passent les modalités de signalement quand nous sommes confrontés à un incident ou un risque d'incident? Donc, si l'on exerce dans un établissement, il y a réglementairement un correspondant local de matériaux-vigilance qui va se charger de faire la déclaration à l'ANSM. Si l'on est professionnel de santé libérale, on fait la déclaration directement. Si l'on est fabricant ou mandataire, fournisseur, distributeur, on fait également la déclaration directement et les usagers peuvent aussi faire la déclaration eux-mêmes directement. Les usagers, ça étonne parfois, mais un usager peut tout à fait faire une déclaration de matériaux-vigilance et nous avons eu le cas récemment en France, j'y reviendrai. Les étapes ultérieures au signalement. Alors d'abord les objectifs du signalement, c'est éviter que l'incident ne se reproduise ou faire cesser l'incident. Voilà, ou si c'est un risque d'incident, éviter qu'il se produise. Les mesures conservatoires qui sont prises par l'utilisateur, donc ça peut être chacun des acteurs dans son établissement, néphrologue, pharmacien, cadre de santé, etc. Suspendre l'utilisation de l'équipement, récupérer les consommables et si possible leur emballage, organiser le rappel des lots dans l'établissement. Donc ça peut déjà être fait au niveau d'un établissement. Vous pouvez décider dans votre propre établissement d'arrêter l'utilisation d'un lot de dialyseurs, d'un lot de lignes, parce que vous avez constaté qu'il y a un nombre d'incidents très important que vous avez vous-même identifié. Procéder à l'information des personnels concernés. Voilà, si vous vous apercevez qu'un matériel nécessite certaines précautions
pour son utilisation, vous pouvez vous-même informer déjà votre personnel en parallèle de l'alerte que vous lancez aux autorités. Puis ensuite, il y a des décisions qui sont possibles par l'agence et par le fabricant. Le retrait du dispositif ou sa limitation d'utilisation, le retrait de l'eau, les modifications de conception, la mise à niveau du parc et une information des utilisateurs. Je vais revenir sur tout ça à travers des exemples. Alors, quels sont les dispositifs médicaux concernés par la matériovigilance en dialyse? Eh bien, en fait, tous les équipements utilisés dans le domaine de la dialyse sont des dispositifs médicaux. Les hémodialyseurs, les lignes, les aiguilles, les générateurs, les cathéters, les systèmes de traitement d'eau et également en dialyse péritonéale, tout le matériel est un dispositif médical à l'exception des solutions qui, par contre, elles, relèvent de la pharmacovigilance. Alors, on attaque tout de suite les cas pratiques. Cas pratique, premier cas, un problème de dialyseur. Alors, ça remonte à quelques années en arrière. En 2001, survenu en Croatie de plusieurs décès quelques heures après la séance d'hémodialyse. Les symptômes présentés par les patients sont une dyspnée et un œdème pulmonaire. Rapidement, on s'aperçoit que tous ces patients qui font ces accidents, quelques heures après la dialyse, c'est des patients qui sont traités par le même dialyseur, c'est un dialyseur en diacétate de cellulose de type Altan, distribué par Baxter. En quelques semaines, et c'est là où l'organisation internationale rentre en jeu, en quelques semaines, on apprend que des cas similaires sont survenus en Espagne, aux États-Unis, en Italie, à Taïwan et en Colombie. Alors la France est mise au courant, mais aucun cas ne s'est déclaré en France. Donc il y a tout un débat au niveau de l'agence française. Que faut-il faire? La France est très utilisatrice de ces dispositifs, mais aucun cas n'a été déclaré. Finalement, l'agence, au vu de toutes les alertes dans les pays du monde, décide de retirer le produit en France. Alors, un certain nombre de néphrologues n'ont pas compris. Ils disaient, mais nous n'avons eu aucun problème. Pourquoi est-ce que vous retirez ce produit? Bon, la précaution a fait que on a retiré également le produit en France. Probablement, on a très bien fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Le retrait des produits est suivi d'une enquête dans les usines Baxter. On s'aperçoit que le fabricant possède plusieurs usines. Et l'enquête montre que les dialyseurs incriminés dans les accidents proviennent tous de la même usine qui se trouve en Suède. Toutes les recherches de toxiques classiques s'avèrent négatives. Et finalement, à force d'enquêter, d'aller voir sur place, les enquêteurs s'aperçoivent que cette usine de Suède a mis en place un nouveau process dans la chaîne de fabrication afin de vérifier l'intégrité des fibres des dialyseurs. Et ce process utilise une substance qui s'appelle le perfluorohydrocarbone, qui est donc injecté dans les dialyseurs pour vérifier leur intégrité. Et probablement, il reste des résidus de ce produit lors de la commercialisation, lors de la distribution. Malgré le rinçage, il reste des résidus. Ce qui fait que les amorçages des reins, des dialyseurs, envoient ce produit dans la circulation sanguine du patient. Pourquoi nous n'avons pas eu de cas en France? Probablement parce que les habitudes des établissements français consistent à un gros rinçage du dialyseur avant branchement. C'est-à-dire en général, à l'époque, tous les dialyseurs étaient rincés avec 2 litres de sérum salé avant le branchement. Probablement, ça a protégé les patients. Mais on n'était absolument pas à l'abri d'avoir dans un établissement un amorçage avec une quantité moins importante et à ce moment-là, on aurait eu des cas. Donc je pense que l'agence, à l'époque, a très bien fait de retirer le produit, même s'il n'y avait pas de cas en France. Alors ce point attire l'attention sur une difficulté, c'est qu'un fabricant de dispositifs médicaux n'est pas tenu d'informer les autorités d'un changement du process de fabrication.
Voilà, c'est quelque chose qui est plus exigeant pour les médicaments, mais pour les dispositifs médicaux, il y a une certaine facilité, si vous voulez, pour les fabricants de changer les process. Le dispositif a eu son autorisation au départ, et par derrière, le fabricant peut modifier la fabrication sans en informer les autorités. On avait alerté sur ce point à l'époque, mais ça n'a absolument pas fait changer la réglementation. Probablement qu'il y a des intérêts quand même économiques qui sont en jeu sur ces réglementations. Affaire numéro 2, un problème de ligne. Alors ça, c'est au printemps 2006. Plusieurs déclarations proviennent de plusieurs établissements français autour de cas cliniques, douleurs thoraciques, fièvre pendant et après la dialyse, au bilan biologique de fin de dialyse, diagnostic d'une hémolyse, cas numéro 2, douleurs thoraciques, hypertension 30 minutes après la dialyse, découverte d'une hémolyse au bilan biologique, cas numéro 3, une hémolyse sur le bilan après dialyse qui est découverte parce que le laboratoire appelle l'équipe néphrologique. À ce moment-là, le néphrologue téléphone au patient qui est déjà rentré chez lui entre-temps, et ça tombe bien, puisque le patient au téléphone dit « Ah, bah, effectivement, je suis content que vous m'appelez, docteur, j'ai envie de vomir en permanence, j'ai des douleurs abdominales. » Et à ce moment-là, on a pu faire revenir le patient au centre pour le prendre en charge. Cas numéro 4, plusieurs heures après la dialyse, nausées, dyspnée, puis un arrêt cardiaque sur hyperkaliémie. Et cas numéro 5, après 4 heures de dialyse, frissons, arthralgie, érythème du visage, fièvre à 38 et au bilan, une hémolyse. Donc tous ces cas d'hémolyse sur des patients hémodialysés sont survenus avec le même type de générateur, avec des lignes très particulières, puisque c'était des lignes à cassette, et c'était des lignes qui étaient captives. C'est-à-dire que le générateur ne pouvait être équipé que de ces lignes fabriquées par le même fabricant. Voilà, donc aucune possibilité de retirer brutalement ces lignes du marché, parce que ça voulait dire que les générateurs n'étaient plus utilisables. Or, évidemment, il y avait des centres, des établissements qui étaient équipés à 100% avec ces générateurs. Donc, aucune possibilité de prendre les patients en charge d'une autre façon. Voilà. Donc, voilà le type d'affaires très complexe auquel peut être confrontée une agence du médicament. Et à ce moment-là, il faut proposer aux utilisateurs des mesures palliatives de surveillance des patients, de surveillance des circuits aussi, parce que vous savez que les lignes, très souvent, provoquent une hémolyse parce qu'il y a une plicature qui survient pendant la séance, alors que le sang a commencé à réchauffer les lignes. On ne voit pas l'applicature quand on branche, parce que les lignes sont encore froides. Puis au fur et à mesure que le sang circule, les lignes se réchauffent et l'applicature apparaît. Donc à ce moment-là, il a été donné des consignes de surveillance très très précises aux infirmières pour détecter la survenue des plicatures. Et puis finalement, le fabricant, après avoir dit qu'il n'y avait aucun problème, parce que c'est toujours ce qu'ils disent en général. La deuxième chose qu'ils disent en général, c'est que le problème ne survient que dans les centres qui déclarent. Personne d'autre ne se plaint, donc c'est sûrement un problème d'utilisation et pas un problème de matériel. Ça, c'est des mécanismes de défense classiques. Voilà. Mais finalement, au bout de quelques semaines, le fabricant a fini par reconnaître que le process de fabrication des lignes avait changé, que la quantité, l'épaisseur de plastique des lignes avait été réduite et que du coup, ces lignes étaient beaucoup plus fragiles et exposées au risque de plicature. Voilà. Et donc, au bout de quelques mois, on a pu faire changer les lignes et le fabricant a fabriqué de nouvelles lignes. Affaire numéro 3, un problème de générateur. Voilà, en 2006, des déclarations répétées d'écart entre la perte de poids programmée et la perte de poids obtenue sur un modèle de générateur, d'écart de plus de 500 millilitres. Alors c'est un incident banal, on dit en général qu'il y a eu une erreur de pesée.
On dit en général qu'il y a eu des apports perdialytiques qui ont été mal évalués. Le patient a trop mangé, a trop bu pendant la séance. Mais en fait, on est alerté parce que de multiples centres sont touchés. Et heureusement, les centres ont commencé à déclarer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, ils se sont doutés que ce n'était pas tout à fait normal et ils ont commencé à déclarer un incident qui pouvait paraître banal. Et on s'est aperçu que ça survenait dans tout le pays. Et on a trouvé les causes réelles. Les causes réelles, elles étaient au nombre de 3. Il y avait un encrassement des cellules d'ultrafiltration par le glucose. Et il y avait dans certains cas des fuites au niveau du circuit dialysa. Et dans la plupart des cas, on a mis en évidence également une imprécision des débitmètres sur donc, ce type de générateur. C'était un seul type de générateur qui était touché, un seul fabricant. Et donc ce dysfonctionnement des débitmètres a été prouvé et l'agence a obligé le fabricant à changer tous les débitmètres des générateurs de son parc. Voilà, donc décision assez lourde de conséquences. Un problème de cathéter. Alors c'est en juin 2005, des accidents de rupture de cathéter entre l'extension et la partie centrale du cathéter sont observés. La partie centrale migre dans les cavités droites. L'enquête du fournisseur met en évidence un problème au niveau de l'olive qui présente des irrégularités. Alors qu'est-ce que c'est que l'olive? C'est la partie qui est située sur l'extension qui va être rentrée en force dans la partie centrale du cathéter pour permettre de solidariser les deux parties. Eh bien cette olive, au lieu d'être bien lisse comme d'habitude, là elle est couverte d'aspérités qui vont agresser les parois du cathéter et qui vont faire qu'au bout de quelques mois, le cathéter va se rompre. Alors, l'agence demande au fabricant de prendre des mesures. Le fabricant décide de livrer de nouvelles extensions en complément des boîtes de cathéter qui sont déjà dans tous les établissements. Qu'est-ce qui se passe? Les établissements ne sont pas au courant. Les poseurs, soit des chirurgiens, soit des néphrologues, ne sont pas mis au courant qu'en plus de la boîte normale du cathéter, il y a une petite boîte supplémentaire où il y a la bonne extension qui doit remplacer la mauvaise. Résultat, on continue à poser les anciennes extensions parce que les gens ne sont pas au courant. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple type d'une décision qui n'est pas suivie des faits parce qu'il y a une mauvaise communication. Et finalement, la solution à laquelle tout le monde avait pensé dès le départ est adoptée, c'est-à-dire que toutes les boîtes de cathéter impliquées dans ce dysfonctionnement sont retirées des établissements et remplacées par des cathéters corrects. L'affaire suivante, c'est un problème de concentré. En 2001-2002, il apparaît un nouveau concentré de dialyse sous forme hyperconcentrée, volume 1 litre, et la poche est bicompartimentée. Il y a un compartiment qui contient le glucose et un compartiment qui contient les autres ions. Et avant de commencer la dialyse, la séparation entre les deux compartiments doit être cassée par les infirmiers. Nous assistons à de multiples déclarations d'accidents d'hypocalcémie, crampes, hypotension. Et finalement, l'enquête montre que la séparation des compartiments n'est pas facile à casser. Alors on va assister à toute une escalade de mesures pour faire passer aux infirmières l'information qu'il faut être vigilant à bien casser la séparation. Alors on va mettre des étiquettes dans les poches, parce qu'au départ, les notices d'utilisation étaient dans les boîtes, dans les cartons. Mais tout le monde sait que quand on décartonne, on jette les notices. Donc, deuxième mesure, on va mettre la notice dans la poche. Voilà. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, les infirmières ouvrent la poche, jettent l'enveloppe et la notice aussi. Voilà. Dernière mesure, on va graver la notice sur la poche, en se disant, l'infirmière va être obligée de la lire. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Comme la plupart du temps, on ne lit pas les notices, même si elles sont sur les poches. Voilà. Et donc les accidents continuent.
Et finalement, la seule solution qui va marcher, c'est que le fournisseur va être capable de faire des poches à compartiment unique. Voilà, donc vous voyez tout le temps qui est perdu et tous les risques qui sont pris avec ce type de réaction. Alors, affaire numéro 6, ce n'est pas de la matériovigilance, c'est une erreur d'utilisateur. Quand on gère une agence de matériovigilance, forcément, il y a des déclarations qui ne sont pas de la matériovigilance, qui sont des erreurs utilisateurs. Et c'est très intéressant, c'est très effrayant aussi. Ici, vous avez un concentré de dialyse distribué sous forme de bidon à usage unique. Le bidon a été utilisé et on s'est retrouvé avec un bidon vide qui a été conservé par l'établissement et qui a été rempli d'eau de javel. Le générateur ne sait pas différencier le concentré de dialyse et l'eau de javel. Et malheureusement, il y a eu un accident dramatique qui s'est produit lors d'une séance de dialyse. Voilà. Donc ces erreurs d'utilisation, ce mauvais montage, de mauvaise manipulation, c'est aussi le laxisme de certains établissements avec des générateurs non révisés, des mises à jour de logiciels qui ne sont pas faites et donc des erreurs, des pannes qui peuvent être évitées. Un mot sur la dialyse péritonéale, puisque nous avons eu un cas en 2003 assez important avec une augmentation de l'incidence des péritonites avec les systèmes de dialyse péritonéale Gambro. Alors, si vous voulez, c'est intéressant parce que cette augmentation, elle a été mise en évidence non pas par les déclarations, mais par le registre de dialyse péritonéale de langue française qui tient des statistiques des péritonites et qui a pointé que tout d'un coup, il y avait une augmentation des péritonites avec ce système. Donc, l'agence a été alertée, le matériel a été identifié, c'était des raccords entre les doubles poches et le cathéter qui étaient dysfonctionnants. Et là aussi, on s'est retrouvé avec l'impossibilité de changer tout d'un coup les patients de système de dialyse péritonéale. Hein, ils n'étaient pas formés à d'autres systèmes et donc on ne pouvait pas du jour au lendemain dire on arrête tout. Donc du coup, il y a eu des mesures intermédiaires qui ont été prises. Sur la dialyse péritonéale, il y a un autre point qui est assez, qui est survenu énormément, c'est les fausses hyperglycémies chez les patients traités par icodextrine. Voilà, il y a certains lecteurs de glycémie qui sont sensibles au maltose, qui est un métabolite de l'icodextrine, et donc qui vont diagnostiquer faussement des hyperglycémies chez les patients qui sont en DP sous icodextrine. Et on peut se retrouver donc avec des services de soins qui vont traiter l'hyperglycémie en injectant de l'insuline, alors que le patient n'est pas en hyperglycémie. Donc il s'ensuit des comas hypoglycémiques et risque de décès. Je vais passer sur ces dernières informations pour arriver sur la dernière affaire qui est l'affaire toute récente du dialysa au citrate. Voilà, donc beaucoup d'entre vous y étaient. Le 3 octobre 2018, au congrès annuel de la SFNDT à Lille, en France, dans un atelier dialyse, nous avons une présentation d'une étude rétrospective à partir du registre Rhin 2010-2014. En croisant les données des fournisseurs et les données du registre, 6 groupes sont analysés en fonction de l'exposition à différents types de dialysa et la mortalité est analysée. Donc il y a le dialysa acide acétique qui est la référence et puis il y a différents types de dialysa dont le dialysa acide citrique. Et l'étude montre un hazard ratio de 1,4 observé avec les patients exposés à l'acide citrique. Suite à cette communication, les néphrologues restent dans l'expectative et la perplexité. Il s'agit d'une étude rétrospective qui a été faite en croisant des données, à la fois données par les fournisseurs et par le registre Rhin. Il y a énormément d'approximations dans cette étude et on en reste là, en attendant plus d'informations et des études complémentaires. La suite, c'est qu'un mois après, en novembre 2018,
L'association de patients Rhénalou informe l'ANSM de cette étude en disant il y a un risque de décès, il faut faire quelque chose. Le 5 décembre 2018, l'ANSM convoque une réunion avec toutes les parties prenantes. Le même jour, le quotidien Le Monde publie un article « Alerte sanitaire d'un produit utilisé pour la dialyse ». Finalement, l'ANSM publie un communiqué. Ces résultats très préliminaires constituent un signal à prendre en compte, mais qu'il est nécessaire de poursuivre les investigations avant de statuer sur un éventuel risque de surmortalité en cas d'utilisation du dialysat au citrate. En conclusion, voilà les grandes leçons, à mon sens. Tout d'abord, il est fondamental d'avoir un système de matériovigilance. Deuxièmement, ce système doit être alimenté par des déclarations précises et systématiques des utilisateurs. Le système permet des études statistiques qui révèlent ou infirment un problème. Vous ne savez pas dans votre établissement si le problème que vous avez est ou non général à l'échelon du pays. C'est ça que permet le système central. Il faut une capacité d'expertise importante qui doit être mobilisée aux côtés de l'agence, dans le respect des conflits d'intérêts. Et le dernier point, c'est que je pense que nous entrons dans une nouvelle ère où l'exigence de transparence va commencer à interférer avec la recherche médicale. C'est ce que nous avons constaté avec cette affaire de dialysat au citrate, qui est au départ un travail de recherche qui n'est pas abouti, qui est un travail préliminaire, qui nécessitait des investigations complémentaires. Et nous voyons une association de patients qui s'empare de ces résultats partiels et préliminaires, qui alerte l'agence et qui alerte le public. Il y a eu la moitié des patients dialysés sur citrate en France qui ont demandé aussitôt à arrêter la dialyse au citrate. Voilà, donc sur des arguments extrêmement légers. Voilà, sur toutes ces données, ces informations et ces réflexions, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Philippe, c'était très intéressant et vraiment très imagé avec tous ces exemples malheureusement de pharmacovigilance, de matériovigilance. C'est bon. Donc je disais merci beaucoup d'avoir donné tous ces exemples qui nous alertent tous, d'autant plus que tous ces problèmes dont il a parlé, nous avons eu des répercussions au Maroc, et je vais vous parler de l'histoire de l'Altane. Nous utilisions également l'Altane à ce moment-là et nous n'étions pas au courant. C'est grâce à l'AFSAPS, dans un communiqué comme l'ANSM maintenant. D'ailleurs, je vous conseille tous d'être abonnés à l'ANSM, parce que vous avez des apports que vous ne connaissez pas, et c'est l'ANSM qui a alerte. Nous avons été alertés par l'AFSAPS, et nous avons arrêté nous-mêmes l'utilisation de l'Altane. Premier point. Deuxième point, sur les cathéters. Tous les cathéters qui ont été retirés en France se sont retrouvés au Maroc à des prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire que nos malades marocains étaient dialysés avec ces cathéters qui se sont désinsérés. Vous voyez, donc il y a des répercussions à chaque fois. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et avant de donner la parole à la salle, je voudrais donner la parole au docteur Mnini de la DHSA pour nous donner ce que fait maintenant, en 2 minutes, la DHSA sur ce problème-là. En 2 minutes, d'accord. Merci, monsieur Tracy. Donc, à mon tour, je remercie le professeur Brunet pour cette présentation qui est très intéressante et qui montre encore une fois que le travail d'abord pour prendre des décisions et les cascades de décisions émane de la notification des effets indésirables. Sinon, on ne peut rien faire. Et donc, c'est là où on a le problème qui est très important. D'abord, cher maître, chers confrères, honorables invités, je suis très heureux d'être avec vous. Et au nom du ministère de la Santé, je me permets de remercier Monsieur le Président et le staff qui a veillé à la préparation et à la réussite de ces journées, qui vont de pair avec les besoins en termes d'attente de nos populations et surtout de la stratégie du ministère de la Santé. Encore une fois, il est inutile de rappeler que la SMN a été toujours l'adresse incontournable du ministère de la Santé. Il continue d'ailleurs, puisqu'il représente et il a pour mission cette autorité scientifique qui a la vocation de développer la promotion de la pratique de la médecine de néphrologie. Je pense que cette coordination, cette collaboration ne cessera pas va être davantage
davantage à s'accentuer, puisque vous savez très bien que on a besoin de vous en termes d'autorité scientifique, mais aussi de nous accompagner dans l'élaboration de la vision et de la stratégie. Et bien sûr, dans la dernière stratégie qu'on a élaborée ensemble, la communauté des néphrologues a été si bien représentée à tel point qu'on doit remercier notre maître, le professeur Ben Ghanem, qui a été porte-parole et a été quelqu'un qui a bien travaillé avec cette commission et qui a permis pour la première fois au niveau national de parler d'un programme national de la lutte contre l'insuffisance rénale chronique. On doit vraiment le remercier.